Ou tu sers ma femme, ou je te mets dehors de ma maison. Ce furent les dernières paroles que j'entendis de mon fils avant qu'il ne m'abandonne dans cette rue sombre, sous la pluie, seule, à 73 ans. Je m'appelle Huguette Marchal, et pendant des mois, j'ai cru que j'étais devenue folle, que j'avais mal compris, que mon propre enfant n'avait pas pu me faire ça. Mais ce soir-là, ce soir de novembre, j'ai compris que certaines personnes peuvent vous aimer pendant des années et vous détruire en une seule phrase. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. Parce que cette histoire, personne ne voulait l'entendre. Alors, je l'ai gardée pour moi. Mais aujourd'hui, je sens qu'il est temps de parler. Pour toutes les femmes qui, comme moi, ont tout donné et se sont retrouvées avec rien. Tout a commencé 6 mois plus tôt. J'habitais dans ma maison. Une belle demeure bourgeoise dans le 16e arrondissement de Paris. Parquet en chêne massif, haut plafond avec moulure, jardin avec un vieux magnolia planté par mon défunt mari. André. Mon André était mort il y a 15 ans. Un infarctus brutal, un matin de mars. Depuis, je vivais seule dans cette maison remplie de nos souvenirs, nos photos, nos livres, le service en porcelaine de Limoges qu'on avait reçu pour notre mariage, et surtout, les clés. Ces petites clés en laiton, accrochées à un porte-clés en argent gravé de nos initiales A&H. André me les avait offertes le jour de notre emménagement en 1978. Maintenant, c'est notre maison, avait-il dit en les posant dans ma main. Je les gardais toujours sur moi, comme un talisman, comme une preuve que j'avais existé, que j'avais été aimée. Mon fils, Jacques, s'était marié 3 ans auparavant. Sa femme s'appelait Louise, une femme élégante, mince, au brushing parfait et au sourire poli, trop poli, le genre de sourire qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. Dès le premier dîner, j'ai senti quelque chose de froid en elle. Mais je me suis tue, pour Jacques, pour la paix. Je me disais, elle est nerveuse, c'est normal, elle veut bien faire. Comme toujours, j'ai cherché des excuses. Un jour, Jacques est venu me voir. Il avait un air gêné, les mains dans les poches, le regard fuyant. « Maman, Louise et moi, on réfléchit. La maison est grande, trop grande pour toi toute seule. On aimerait bien s'installer ici, avec toi. Comme ça, tu ne seras plus seule. Et on pourrait vivre ensemble, comme une vraie famille. » Mon cœur s'est serré. De joie, je crois. « Oh, mon chéri, bien sûr. Cette maison est aussi la tienne. » Il a souri, m'a embrassé sur le front. Ce que je ne savais pas, c'est que, ce jour-là, j'ai signé ma propre condamnation. Les 2 premières semaines ont été agréables. Louise préparait le dîner. On mangeait tous ensemble. Jacques racontait des anecdotes de son travail. Je me sentais enfin utile, vivante. Puis, doucement, les choses ont changé. Louise a commencé à redécorer. Elle enlevait mes rideaux, déplaçait les meubles d'André, jetait mes bibelots, démodés. « Ce vase-là, Huguette, il ne va plus avec le reste. Vous permettez ?» Je disais oui, toujours oui. Puis elle a changé les coussins du salon, repeint la cuisine, enlevé les photos de mariage accrochées dans le couloir. On veut quelque chose de plus moderne, vous comprenez? Je comprenais. Je voulais comprendre. Puis sont venues les remarques. « Huguette, vous pourriez ranger la cuisine après votre thé? Huguette, ne laissez pas traîner vos journaux sur la table du salon. Huguette, on préfère dîner en tête-à-tête. Vous pourriez manger plus tôt? » Elle ne m'appelait plus belle maman, juste Huguette, comme une domestique. Et Jacques ne disait rien. Il baissait les yeux, changeait de sujet, quittait la pièce. Un soir, je suis descendue pour prendre mes clés, celles avec le porte-clés en argent, A&H, posé comme toujours sur la console de l'entrée. Louise est apparue derrière moi. Ces clés-là, on les garde maintenant. Pardon? Pour des raisons de sécurité? On ne sait jamais. Vous pourriez les perdre. Elle a tendu la main, paume ouverte, regard fixe. J'ai regardé Jacques. Il était adossé au mur, les bras croisés, silencieux. Jacques, il a haussé les épaules. Maman, c'est juste plus simple comme ça. Alors j'ai lâché les clés. Et avec elles, une partie de moi. Les semaines suivantes, je suis devenue invisible. On ne me parlait plus au petit déjeuner. On fermait les portes quand je passais. On baissait la voix dans le salon. Un matin, j'ai trouvé mes affaires, mes livres, mes photos, mon châle préféré, entassés dans un carton au fond du garage. « On manque de place », a dit Louise. « Vous comprenez ?» Je ne comprenais plus rien. Puis un soir, Louise m'a convoquée. Elle était assise dans mon fauteuil, celui où André lisait le journal. Jambes croisées, ongles vernis, sourire glacial. « Huguette, il faut qu'on parle. » Jacques était debout près de la fenêtre, dos tourné. Jacques et moi, on a réfléchi. Cette maison, c'est beaucoup de travail. Et franchement,
Vous ne faites plus grand-chose. Alors voilà ce qu'on vous propose. Elle a marqué une pause, pour savourer. Soit vous nous aidez, cuisine, ménage, courses, repassage, vous vous rendez utile. Soit il vaudrait mieux que vous partiez. Le silence est tombé comme une pierre. Pardon? Vous m'avez très bien entendu. Mon sang s'est glacé. Jacques, dis quelque chose. Il ne s'est pas retourné. Louise a souri. Vous avez jusqu'à demain soir pour décider. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à André, à nos 30 ans de mariage, à cette maison qu'on avait achetée ensemble, pierre par pierre, rêve par rêve. Et j'ai compris une chose. Si je restais, je n'existais plus. Alors le lendemain soir, j'ai dit non. Jacques est descendu, visage fermé, mâchoire serrée. Alors tu pars. Jacques, je suis ta mère. Et moi, je suis chez moi. Chez toi, cette maison, c'est ton père et moi qui l'avons. Il a levé la main. Ou tu sers ma femme, ou je te mets dehors de ma maison. Ces mots-là, je les entends encore, chaque syllabe. Chaque seconde de silence qui a suivi. J'ai cherché mon fils dans ses yeux, mais il n'y avait plus personne. Il a pris mon bras, fermement, m'a traîné jusqu'à la porte d'entrée. Jacques, il pleut, il fait nuit, ce n'est plus mon problème. Il a ouvert la porte, m'a poussé dehors. La porte s'est refermée. Le bruit du verrou a résonné dans toute la rue. Je suis restée là, sous la pluie froide, les jambes tremblantes, le cœur en miettes. Comment en étais-je arrivée là? Les larmes coulaient, mais je ne savais même plus si c'était moi qui pleurais, ou la pluie. Et puis, une voiture s'est arrêtée. Une berline noire, élégante, un homme en est sorti. La soixantaine, costume sombre impeccable, cheveux gris argentés. Il m'a regardé. Puis il a regardé la maison derrière moi. « Madame, vous allez bien ?» J'ai essayé de répondre. Rien n'est sorti. Il s'est approché. Doucement, comme on approche d'un animal blessé. « Écoutez-moi bien. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais j'ai besoin de votre aide. Faites semblant d'être ma femme. Juste 5 minutes. Après, je vous expliquerai tout. Je vous en supplie. J'aurais dû avoir peur. J'aurais dû partir en courant. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Quelque chose de sincère, de désespéré. Alors j'ai murmuré « D'accord ». Il a souri. Un sourire triste. « Merci. Vous venez de me sauver la vie. » Et moi, je ne savais pas encore qu'il venait de sauver la mienne. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. L'homme m'a tendu la main. Je m'appelle Édouard Lemaire. Et vous? Huguette Marchal. Il a hoché la tête, comme s'il reconnaissait ce nom. Mais je n'ai pas eu le temps de poser de questions. Une voiture venait de se garer devant nous. 2 hommes en sont sortis, l'air menaçant. Édouard s'est rapproché de moi. Il a glissé son bras autour de mes épaules. Doucement, respectueusement. « Souriez », a-t-il murmuré. « Faites comme si on était mariés depuis 30 ans. » Alors j'ai souri. Et pendant 5 minutes, j'ai eu l'impression d'être à nouveau quelqu'un. Les hommes nous ont dévisagés. Puis l'un d'eux a fait un signe à Édouard et ils sont remontés dans leur voiture. Quand ils sont partis, Édouard a poussé un long soupir. « Merci, vraiment, vous m'avez sauvé. » Qui étaient ces hommes? Il a hésité. Des créanciers, des gens à qui je dois de l'argent. Ils me cherchent. Mais si je suis mariée, si j'ai une femme, certaines choses deviennent plus compliquées pour eux. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai senti qu'ils ne mentaient pas. Et maintenant, ai-je demandé? Il m'a regardé, vraiment regardé. Pas comme Louise me regardait, pas avec mépris, avec compassion. Maintenant, je vous ramène quelque part au chaud. Vous allez attraper la mort sous cette pluie. Je n'ai nulle part où aller. Les mots sont sortis tout seuls. Et avec eux, les larmes. Édouard a froncé les sourcils. Son regard s'est posé sur la maison derrière moi, puis sur mon visage trempé. « C'est chez vous, cette maison ?» J'ai hoché la tête. « C'était ?» Il n'a rien dit. Mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. « Montez dans la voiture. Je vous emmène dans un endroit sûr. Et vous allez tout me raconter. » Il m'a conduite dans un petit hôtel discret, près de la gare Montparnasse. Il a payé une chambre, m'a tendu une serviette propre et un thé chaud. « Prenez votre temps. Je serai au bar en bas. Quand vous serez prête, venez me rejoindre, si vous voulez parler. » Et il est parti. Je me suis assise sur le lit, seule, enfin seule, et tout m'est revenu d'un coup. J'ai pensé à André, à notre première rencontre. C'était en 1965, dans une librairie du quartier latin. Il cherchait un livre de Camus, moi, un recueil de poèmes de Prévert. On s'est cognés, nos livres sont tombés, et quand nos regards se sont croisés, j'ai su. Il avait des yeux clairs, doux, intelligents,
un sourire timide. « Pardon, mademoiselle, je suis terriblement maladroit. Moi aussi. » On a ri, et on n'a plus jamais arrêté. On s'est mariés 2 ans plus tard. Une petite cérémonie à la mairie du 5e, suivie d'un déjeuner dans un bistrot de Montmartre. André était notaire, moi, institutrice. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait des rêves. Et en 1978, on a acheté la maison. Je me souviens du jour où on a reçu les clés. André était si fier. Il m'a porté dans ses bras jusqu'à l'entrée, comme dans les films américains. « Bienvenue chez nous, Madame Marshall. » Puis il a sorti un petit paquet de sa poche, un porte-clés en argent, gravé de nos initiales. « Pour que tu n'oublies jamais, cette maison, c'est nous. » Je les ai accrochés à mon trousseau. Et je ne les ai plus jamais quittés, jusqu'à ce soir où Louise me les a prises. Dans cette maison, on a tout vécu. Les dimanches matins au lit avec les croissants chauds et France Inter en fond sonore. Les dîners interminables avec nos amis, autour de la table en noyer, les discussions sur la politique, l'art, la vie. Les soirées d'hiver où André lisait près de la cheminée et moi je brodais en écoutant du Chopin. Les printemps où le magnolia explosait en fleurs blanches et parfumées. L'odeur du café le matin, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, l'odeur du pain grillé et de la confiture de groseille maison. Et puis, il y a eu Jacques, notre fils unique, né en 1980. Un bébé souriant, aux cheveux bruns et aux yeux verts, comme son père. Je me souviens de ses premiers pas dans le jardin, de sa première rentrée scolaire, de ses dessins affichés sur le frigo. André l'adorait. Il lui lisait des histoires le soir, lui apprenait à faire du vélo, l'emmenait au jardin du Luxembourg le dimanche. Un jour, disait André, tout ça sera à lui, cette maison, ces souvenirs, cet amour. Je souriais. Je croyais que l'amour se transmettait. Je me trompais. André est mort en 2010, un matin de mars, sans prévenir, le cœur a lâché. Jacques était là, aux funérailles. Il m'a serré dans ses bras. Ne t'inquiète pas, maman, je suis là, toujours. Et pendant des années, c'était vrai. Il venait déjeuner le dimanche, m'appelait tous les mercredis, passait en coup de vent pour vérifier que tout allait bien. Puis, il a rencontré Louise. Au début, elle était charmante, souriante, prévenante. Elle m'apportait des fleurs, me complimentait sur mes plats, me demandait des conseils. « Huguette, vous êtes formidable. Jacques a tellement de chance de vous avoir. Je l'aimais bien, vraiment. » Le jour de leur mariage, je l'ai embrassé en pleurant. « Prends soin de mon fils. » Elle a souri. Promis, mais après le mariage, quelque chose a changé. Jacques appelait moins, venait moins. Il était occupé. Il avait du travail. Et quand il venait, il était différent, distant, pressé. Louise restait polie, mais son sourire était devenu froid. Et puis un jour, ils sont venus s'installer. Et j'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu moi. Je suis descendue au bar de l'hôtel. Édouard était là, un verre de cognac devant lui. Quand il m'a vu, il s'est levé. « Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose ? Un thé, merci. » Il a commandé. Puis il m'a regardé en silence, pas avec pitié, avec respect. « Racontez-moi. » Alors j'ai tout raconté. Jacques, Louise, la maison, les humiliations, les clés, le verrou. Quand j'ai fini, Édouard a serré les poings. « Votre fils vous a jeté dehors, de votre maison ? Il dit que c'est sa maison maintenant. Et votre mari, il vous a laissé quelque chose ? Un testament ? André m'a tout légué. La maison, l'argent, tout. Jacques devait hériter après ma mort. » Édouard a froncé les sourcils. « Donc, légalement, cette maison vous appartient toujours ? Je suppose. Mais Jacques a fait des papiers. Il m'a dit que c'était pour simplifier les choses. J'ai signé. Je ne sais même plus quoi. » Il a posé son verre, lentement. « Madame Marshall, je suis avocat, spécialisé en droit immobilier et succession. Mon cœur s'est arrêté. Et si je vous disais qu'il est possible que cette maison soit encore légalement la vôtre ?» Édouard a ouvert son attaché-case et en a sorti un carnet. « Madame Marshall, j'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé. Quand votre fils vous a fait signer ces papiers, vous vous souvenez ? » Je me suis concentrée. C'était il y a... combien de temps déjà ? 3 mois ? 4 ? C'était un dimanche après-midi. Jacques est venu avec une chemise bleue. Il avait l'air nerveux. Jacques était assis en face de moi dans le salon. Louise était partie faire des courses, mais je sentais qu'elle n'était pas loin. « Maman, il faut qu'on parle de la maison. Qu'est-ce qu'elle a, la maison ? Tu sais, tu vieillis. Et si un jour il t'arrive quelque chose, il faut qu'on anticipe, qu'on organise les choses pour éviter les complications. »
J'ai eu un pincement au cœur. Tu veux dire la succession? Exactement. Regarde, j'ai préparé des papiers. C'est juste pour simplifier. Tu restes propriétaire, bien sûr, mais juridiquement, on met mon nom aussi. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose, pas de problème avec les impôts, avec l'État. Tu comprends? Il a sorti des documents. Beaucoup de pages, des mots compliqués. Donation-partage, usufruit, nue propriété. Je ne comprends pas tout, Jacques. C'est normal, maman. C'est du juridique. Mais fais-moi confiance. C'est dans ton intérêt. Et dans le mien aussi. On est une famille, non? Il a souri. Ce sourire que je connaissais depuis l'enfance. Alors j'ai signé. Sans lire, sans poser de questions. Parce que c'était mon fils. Parce qu'on fait confiance à ceux qu'on aime. J'ai signé, ai-je murmuré à Édouard. J'ai tout signé. Il a posé sa main sur la mienne. Ce n'est pas votre faute. On manipule souvent les personnes âgées comme ça, avec la peur, avec la culpabilité. Mais alors, la maison n'est plus à moi. Ça dépend de ce que vous avez signé exactement. Il me faudrait voir ces documents. Vous avez gardé une copie? J'ai secoué la tête. Jacques m'a dit qu'il les mettrait en sécurité, qu'il me les montrerait si j'en avais besoin. Édouard a fermé les yeux, soupiré. Bien sûr, il a bu une gorgée de cognac, puis il m'a regardé avec une intensité nouvelle. « Madame Marchal, il y a une chose que je dois vous dire. Ce n'est pas un hasard si j'étais dans cette rue ce soir. Mon cœur s'est accéléré. Que voulez-vous dire? Je cherchais cette maison, la vôtre, parce que j'ai un client, un homme très âgé. Il est mourant, et avant de partir, il voulait réparer une vieille injustice. Une injustice? Édouard a sorti une vieille enveloppe de son attaché-case, jaunie, scellée à la cire rouge. Cet homme s'appelle Henri Beaumont. Il a 92 ans. Et il affirme que cette maison ne devrait pas appartenir à votre famille. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Pardon? Selon lui, en 1952, son père a vendu cette maison sous la contrainte à un certain Georges Marchal, mon beau-père, le père d'André. Je ne respirais plus. Mais c'est impossible. André m'a toujours dit que son père avait acheté cette maison légalement, en 1952, pour 50 000 francs de l'époque. C'est exactement le problème. 50 000 francs. Pour une demeure de cette taille, dans le 16e, même en 1952, c'était un vol. Il a ouvert l'enveloppe, des documents anciens, des contrats, des lettres. Henri Beaumont affirme que son père, Antoine Beaumont, était propriétaire de cette maison. Mais après la guerre, il avait des dettes énormes. Il était désespéré. Et Georges Marchal, votre beau-père, a profité de cette faiblesse. Il a acheté la maison à un prix dérisoire, avec la menace de tout faire saisir si Antoine refusait. Mon sang s'est glacé. Vous êtes en train de me dire que la maison a été volée? Légalement, non. Moralement? Oui. J'ai fermé les yeux. André. Mon André. Avait-il su? Non. C'était impossible. André était un homme bon, juste. Il n'aurait jamais accepté de vivre dans une maison volée. Monsieur le maire, pourquoi me racontez-vous tout ça? Il a souri, tristement. Parce que j'ai vu votre fils vous jeter dehors, comme un chien. Et je me suis dit que la vie a parfois un sens de la justice très étrange. Je ne comprends pas. Henri Beaumont est mourant. Il veut récupérer cette maison avant de partir. Pas pour lui. Il est trop vieux. Mais pour son petit-fils, pour réparer ce qui a été brisé. Et moi, je suis son avocat. Le silence est tombé. Alors, vous allez me prendre ma maison? Édouard a secoué la tête. Non, parce que j'ai lu les documents. Et je sais, que cette maison ne vous appartient plus de toute façon. Votre fils vous l'a déjà prise. Légalement ou pas, vous n'avez plus rien. Les larmes ont coulé. Alors pourquoi m'aider? Il a souri. Et pour la première fois, j'ai vu de la lumière dans ses yeux. Parce que votre fils mérite une leçon. Et parce que je crois que vous et moi, on peut s'entraider. On a parlé toute la nuit. Édouard m'a expliqué qu'il avait besoin de prouver que la vente de 1952 était frauduleuse. Pour ça, il devait trouver les documents originaux, les actes de propriété, les contrats signés par Georges Marchal et Antoine Beaumont. Ces documents sont probablement dans les archives familiales, dans la maison. Mais comment les récupérer? Jacques ne me laissera jamais entrer. Édouard a réfléchi. Pas officiellement, mais vous avez vécu dans cette maison pendant des décennies. Vous connaissez chaque recoin, chaque cachette. Vous voulez que j'y retourne? Pas tout de suite. D'abord, on va faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. Il a ouvert son ordinateur portable. On va demander une enquête officielle, auprès du cadastre, des archives notariales,
Si votre fils a vraiment manipulé des documents pour vous voler la maison, on le prouvera. Et s'il découvre qu'en plus, cette maison ne lui a jamais vraiment appartenu, il a souri. Alors là, Madame Marshall, ce sera le début de la justice. Mais avant de partir, Édouard m'a posé une question. Vous avez dit que Louise a commencé à changer après le mariage. Mais vous vous souvenez du premier signe? Le premier moment où vous avez senti que quelque chose n'allait pas? J'ai fermé les yeux. Oui, je m'en souvenais très bien. C'était 3 semaines après le mariage de Jacques et Louise. Ils étaient venus déjeuner. Louise portait une robe crème, élégante. Elle souriait beaucoup. Trop. Après le repas, on a pris le café dans le salon. Jacques est allé fumer une cigarette dans le jardin. Louise est restée avec moi. Elle a regardé autour d'elle. Les meubles, les tableaux, les bibelots. Vous avez une très belle maison, Huguette. Merci, ma chérie. Un jour, elle sera à vous et Jacques. Elle a souri. Mais ce sourire, un jour, oui. Mais d'ici là, vous comptez vivre combien de temps encore? Mon sang s'est figé. Pardon? Elle a ri, légèrement, comme si c'était une blague. Oh, je plaisante. Mais vous savez, vous n'êtes plus toute jeune. Et cette maison, c'est beaucoup d'entretien. Vous ne pensez jamais à simplifier votre vie? Simplifier? Oui. Vendre? Acheter un petit appartement? Plus pratique? Moins de soucis? Et l'argent de la vente? Vous pourriez le donner à Jacques pour qu'il démarre sa vie? Ce serait tellement généreux de votre part. Jacques est rentré à ce moment-là. Louise a changé de visage, instantanément. Elle a souri, chaleureuse. On parlait jardinage avec Huguette, mais moi j'avais compris. Ce jour-là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid, quelque chose de calculateur. Et je n'ai rien dit, parce que je ne voulais pas croire ce que je venais de voir. C'était le premier signe, ai-je dit à Édouard. Mais je l'ai ignoré. Il a hoché la tête. On ignore souvent les signes, parce qu'on veut croire que les gens qu'on aime sont bons. Mais maintenant, vous voyez clair. Oui, maintenant je vois. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie forte. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le lendemain matin, Édouard m'a emmené chez un notaire de confiance, Maître Dubois. Un homme d'une 60aine d'années, lunettes rondes, regard perçant. Il a écouté toute l'histoire, puis il a demandé à voir les documents que j'avais signés. Je ne les ai pas, ai-je murmuré. Jacques les a gardés. Maître Dubois a échangé un regard avec Édouard. Madame Marshall, sans ces documents, il est difficile de savoir exactement ce que vous avez signé. Mais je vais lancer une recherche auprès du cadastre et des archives notariales. Ça prendra quelques jours. Et en attendant, vous restez à l'hôtel. Et vous ne contactez pas votre fils. Pourquoi? Édouard s'est penché vers moi. Parce que s'il sait qu'on enquête, il pourrait détruire des preuves. Ou pire, j'ai frissonné. Mon propre fils, mon Jacques. Comment en étions-nous arrivés là? Les jours suivants ont été étranges. Je vivais dans cet hôtel impersonnel, seul, avec mes pensées et mes souvenirs, parce que maintenant que j'étais loin de cette maison, maintenant que je n'avais plus peur, je voyais tout différemment. Je me souvenais de tous ces moments où j'aurais dû dire non, tous ces moments où j'ai choisi le silence. Je me souviens du jour où Louise a jeté mes livres. C'était un mardi matin. J'étais dans ma chambre. Enfin, ce qui était encore ma chambre à l'époque. Louise est entrée sans frapper. Elle tenait un carton. « Huguette, j'ai besoin de cette étagère. Pour mes affaires. Vous pourriez enlever vos livres. Ce n'était pas n'importe quel livre. C'était ma bibliothèque. Mes Balzac, mes Proust, mes Marguerite Yourcenar annotés. Certains offerts par André. Où vais-je les mettre? Au garage. Ou donnez-les. Franchement, à votre âge, vous ne les relirez plus. » Elle a commencé à les empiler dans le carton, sans délicatesse, comme des objets sans valeur. J'ai voulu protester, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, parce que je ne voulais pas faire de vagues, parce que je ne voulais pas qu'elle pense que j'étais difficile. Alors j'ai dit « Oui, bien sûr, faites comme vous voulez. » Et elle a souri. « Vous êtes adorable, Huguette. Merci. » Je me souviens du jour où elle a changé le portrait d'André. Il était accroché dans le salon. Mon André en costume, souriant, la photo prise le jour de ses 50 ans. Un matin, le cadre avait disparu. « Louise, où est la photo d'André? »« Oh, celle-là? Je l'ai mise dans votre chambre. Ça faisait trop chargé dans le salon. On veut quelque chose de plus épuré. » Mais c'était sa place, depuis toujours. Justement, il faut avancer, Huguette. Vivre dans le passé, ce n'est pas sain. Jacques était là. Il lisait le journal. Il n'a pas levé les yeux. « Jacques, maman, c'est pas grave. C'est juste une photo. Juste une photo.
le portrait de son père, l'homme qui l'avait élevé, aimé, qui lui avait tout donné. Juste une photo. Alors j'ai baissé la tête, et je suis remontée dans ma chambre. Je me souviens du jour où Louise a invité ses amies. Elles étaient 6, élégantes, bruyantes. Elles ont pris le salon, le jardin, la cuisine. Je suis descendue pour prendre un verre d'eau. Une des femmes m'a regardée. « Oh, bonjour. Vous êtes… » Avant que je puisse répondre, Louise a dit « C'est Huguette, elle habite ici. » Enfin, pour l'instant. Elles ont ri, poliment. Et moi, je me suis sentie comme une intruse, dans ma propre maison. Je suis remontée sans boire mon verre d'eau. Je me souviens du jour où Jacques m'a demandé de l'argent. « Maman, j'ai un petit souci de trésorerie. Tu pourrais me prêter 5 000 €? Juste pour 2 mois. 5 000 €? Jacques, c'est beaucoup. Maman, s'il te plaît. C'est important. Louise et moi, on a des projets. Et tu sais bien que je te rembourserai. » J'ai hésité. Longtemps. Mais c'était mon fils. Alors j'ai fait un chèque. Il ne m'a jamais remboursé. Et 3 semaines plus tard, Louise portait un nouveau sac Hermès. Je me souviens du jour où elle m'a interdit d'utiliser la cuisine le soir. Huguette, Jacques et moi, on aime dîner tranquille. Alors, à partir de maintenant, vous pourriez manger vers 18 h, comme ça, après la cuisine est libre pour nous. Mais 18 h, c'est tôt. Vous vous coucherez plus tôt, c'est mieux pour votre santé de toute façon. Et Jacques regardait son téléphone. Jacques, dis quelque chose. Maman, c'est pas la fin du monde. C'est juste pour s'organiser. Alors j'ai mangé à 18 h, seule, dans ma chambre, avec un plateau, comme une pensionnaire, comme une étrangère. Je me souviens du jour où j'ai entendu Louise parler au téléphone. J'étais dans le couloir. Elle était dans le salon. La porte était entr'ouverte. Non, elle ne partira pas toute seule. Il faut qu'on la pousse un peu. Oui, je sais. Mais si on est patiente, elle finira par craquer. Et après, la maison sera entièrement à nous. Mon cœur s'est arrêté. J'aurais dû entrer. J'aurais dû la confronter. Mais j'ai reculé, silencieusement. Et je me suis convaincue que j'avais mal entendu. Parce que c'était plus facile. Parce que j'avais peur. Je me souviens de toutes ces nuits où je pleurais, enfouie sous la couette, pour que personne ne m'entende. Je me demandais si j'étais folle, si je devenais paranoïaque, si c'était normal de se sentir comme ça dans sa propre maison. Et puis je me disais, tu exagères, ils sont jeunes, ils ont besoin d'espace, c'est toi qui es trop sensible. Alors je ravalais mes larmes. Et le lendemain matin, je souriais, je disais bonjour. Je demandais si tout allait bien, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'étais pas en train de disparaître. Mais il y a eu un moment où j'ai failli partir. Un matin, j'ai préparé ma valise. J'ai regardé autour de moi, cette chambre, ces murs, ces souvenirs, et je me suis dit, je ne peux plus, je vais partir, trouver un petit appartement, retrouver ma dignité. J'ai descendu l'escalier avec ma valise. Jacques était dans l'entrée. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« Je pars, Jacques. » Il a froncé les sourcils. « Partir où ? Je ne sais pas. Mais je ne peux plus vivre comme ça. » Il s'est approché. Il a posé sa main sur mon épaule. Et pour la première fois depuis des mois, il m'a regardé. Vraiment regardé. « Maman, s'il te plaît, ne pars pas. On a besoin de toi. Louise et moi. Tu es importante pour nous. Je sais qu'on n'a pas été facile. Mais on va faire des efforts. Promis. » J'ai vu des larmes dans ses yeux. Mes larmes aussi ont coulé. « Tu le promets ? » ?»« Je te le promets. » Alors j'ai reposé ma valise. Et je suis restée. Parce que j'ai cru que mon fils m'aimait encore. Parce que j'ai cru qu'il allait changer. Parce que je voulais tellement y croire. Mais rien n'a changé. Une semaine plus tard, tout a recommencé. Les remarques, les humiliations, le silence. Et j'ai compris que Jacques ne m'avait pas retenue par amour. Il m'avait retenue parce que je leur étais encore utile. Assise dans cette chambre d'hôtel, je regardais par la fenêtre. Paris continuait de vivre. Les gens marchaient, riaient, vivaient. Et moi, j'avais passé des années à m'effacer, à me faire petite, à mendier l'amour de mon propre fils. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Édouard m'avait redonné une arme, la vérité. Et peut-être qu'il était temps de me battre. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô ? Une voix de femme, âgée, fragile. Madame Marchal, je m'appelle Claire Beaumont. Je suis la fille d'Henri Beaumont. Monsieur le maire m'a parlé de vous. Et je voulais vous dire merci. Me remercier ? Mais pourquoi ? Parce que vous allez nous aider à retrouver notre maison.
celle que votre beau-père a volée à mon grand-père. Et en échange, nous allons vous aider à récupérer ce que votre fils vous a volé. » J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas si j'en suis capable. Moi je le sais, parce qu'une femme qui a survécu à ce que vous avez survécu, cette femme-là est forte, même si elle ne le sait pas encore. Je me demande encore si j'avais fait le bon choix en restant si longtemps. Et vous? Avez-vous déjà accepté l'inacceptable par amour? Dites-le moi en commentaire. 3 jours plus tard, Édouard m'a appelé. « Madame Marshall, j'ai des nouvelles. Pouvez-vous venir à mon cabinet ?» Sa voix était étrange, tendue, excitée. J'ai pris le métro jusqu'à son bureau, rue de Rivoli. Un immeuble haussmannien, 4e étage, plaque dorée. Édouard Lemaire, avocat. Quand je suis entré, Maître Dubois était déjà là, et une femme que je ne connaissais pas. Cheveux blancs, regard doux, la soixantaine. « Madame Marshall, je vous présente Claire Beaumont. » Elle s'est levée, m'a tendu la main. Enchantée, vraiment enchantée. Nous nous sommes assises. Édouard a ouvert un dossier épais. Nous avons trouvé quelque chose. Plusieurs choses, en fait. Mon cœur battait si fort. Quoi? Il a sorti une photocopie d'un vieux document, daté de 1978. L'acte d'achat de votre maison, signé par vous et votre mari, André Marshall. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. On a acheté la maison à son père, Georges Marshall, pour un franc symbolique. C'était un cadeau. Édouard a hoché la tête. Exactement. Mais regardez bien. Qui était le vendeur officiel? J'ai regardé le document. Mon cœur s'est arrêté. Le nom inscrit n'était pas Georges Marshall. C'était Antoine Beaumont. Mais comment? Claire s'est penchée vers moi. Mon grand-père n'a jamais vraiment vendu cette maison à Georges Marshall. Pas officiellement. Il y a eu une transaction, disons, opaque, sous la table. Georges a payé 50 000 francs en liquide, mais les papiers officiels sont restés au nom de mon grand-père jusqu'en 1978. C'est seulement à ce moment-là que la vente a été enregistrée légalement. Et devinez qui a signé comme vendeur? Antoine Beaumont? Mais il était d'accord? Édouard a secoué la tête. Non, il était déjà mort. Depuis 1975. Quelqu'un a falsifié sa signature. Le silence est tombé comme une pierre. Vous êtes en train de me dire que mon mari et moi avons acheté une maison sur la base d'un faux document? Pas votre mari. Lui ne savait probablement rien. C'est son père, Georges, qui a tout orchestré. Et quand André a voulu officialiser la propriété en 1978, Georges a fait signer les papiers à un complice, peut-être un notaire corrompu. Nous enquêtons encore. Ma tête tournait. Mais, alors, la maison n'a jamais vraiment appartenu à André? Claire a posé sa main sur la mienne. Légalement, cette maison aurait dû revenir à ma famille, après la mort de mon grand-père. Mais Georges Marshall a tout verrouillé. Et pendant toutes ces années, vous avez vécu là en pensant que c'était légitime. J'ai fermé les yeux. André, mon pauvre André, il ne savait rien. J'en étais certaine. Il aurait été le premier à vouloir réparer cette injustice. Et maintenant, ai-je murmuré. Édouard a souri. Maintenant, nous avons une arme. Si nous prouvons que la vente initiale était frauduleuse, votre fils n'a plus aucun droit sur cette maison, parce qu'elle ne vous a jamais légalement appartenu. Et donc, il ne peut pas l'avoir héritée. Mais, et moi, je perds tout aussi? Vous ne perdez rien, Madame Marshall, parce que vous n'avez déjà plus rien. Votre fils vous a tout pris. Mais lui, il va tout perdre. Puis Maître Dubois a ouvert un autre dossier. Et ce n'est pas tout. Nous avons retrouvé les documents que vous avez signés il y a 4 mois. Mon sang s'est glacé. Comment? Nous avons demandé une copie auprès du cadastre. Et ce que nous avons découvert est très intéressant. Il a posé le document devant moi. C'était un acte de donation, en gros caractères noirs. Madame Marshall, vous avez signé une donation en pleine propriété. Cela signifie que vous avez cédé la totalité de la maison à votre fils. Vous n'avez même pas conservé l'usufruit. Vous n'êtes plus rien. Juridiquement, vous êtes devenu locataire chez lui. Les larmes ont coulé. Mais Jacques m'avait dit que c'était juste pour simplifier, que je restais propriétaire. Il vous a menti. Édouard s'est penché vers moi. Mais regardez la date. Ce document a été enregistré le 15 mars. Vous vous souvenez de cette date? J'ai réfléchi. Mars, il y a 4 mois. Et soudain, je me suis souvenu. 15 mars, c'était le jour de l'anniversaire de la mort d'André. Chaque année, ce jour-là, je restais dans ma chambre. Je pleurais, je relisais ses lettres. Je parlais à sa photo. Jacques le savait. Il avait toujours respecté ce moment. Mais cette année-là, il était venu me voir, avec Louise. Ils avaient frappé à ma porte. « Maman, on sait que c'est difficile aujourd'hui, mais il faut vraiment qu'on règle ces papiers. C'est important. Papa aurait voulu que tout soit en ordre,
J'étais tellement bouleversée ce jour-là, tellement fragile. Alors j'ai signé, sans lire, sans réfléchir, parce que Jacques avait dit « Papa aurait voulu ». J'ai regardé Édouard. Il a profité du jour où j'étais la plus vulnérable. Oui, et c'est une preuve de manipulation. Si nous portons plainte pour abus de faiblesse, nous avons des chances. Mais quoi? Mais ça prendra du temps, des mois, peut-être des années. Et pendant ce temps, votre fils vivra tranquillement dans cette maison. Claire s'est levée. Elle a marché jusqu'à la fenêtre, à moins que nous ne fassions quelque chose de plus rapide. Quoi? Elle s'est retournée. Nous pouvons déposer une demande d'annulation de propriété, en prouvant que la vente de 1952 et celle de 1978 étaient frauduleuses. Si le tribunal accepte, la maison sera saisie, et votre fils perdra tout. Mais vous récupérerez la maison, pas moi. C'est vrai, mais votre fils, lui, n'aura plus rien. Et ça vous donnera une victoire, une forme de justice. Je me suis tue. Une partie de moi voulait récupérer ma maison, mes souvenirs, ma vie. Mais une autre partie voulait juste que Jacques comprenne ce qu'il m'avait fait, comprenne qu'on ne peut pas voler la vie de quelqu'un sans conséquence. Combien de temps ça prendrait? Ai-je demandé. Édouard a réfléchi. Avec les preuves que nous avons? 6 mois, peut-être moins si nous avons de la chance. Et en attendant? En attendant, vous restez discrète. Vous ne contactez pas votre fils. Vous vivez votre vie et vous nous laissez faire notre travail. Mais avant de partir, Édouard m'a tendu une petite enveloppe Kraft. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, mes clés. Les clés avec le porte-clés en argent. ANH. Mon cœur s'est arrêté. Comment? Claire a souri. J'ai une amie qui travaille dans une entreprise de serrurerie. Nous avons retrouvé le modèle de vos anciennes serrures et nous avons fait refaire des clés. Identiques. Mais pourquoi? Édouard m'a regardé droit dans les yeux. Parce que vous allez retourner dans cette maison. Quoi? Pas pour y vivre, pour récupérer des preuves, les documents originaux de 1952, les lettres de George Marshall, tout ce qui pourrait prouver la fraude. Ces papiers sont forcément quelque part, dans un grenier, une cave, un coffre. Mais, et si Jacques me voit? Il ne vous verra pas, parce que vous irez quand il ne sera pas là. Nous surveillerons ses déplacements, et quand le moment sera venu, vous entrerez, vous chercherez, et vous ressortirez, comme un fantôme. J'ai regardé les clés dans ma main, ces petites clés que Louise m'avait prises, ces petites clés qui représentaient tout ce que j'avais perdu. Et maintenant, elles étaient de retour. Mais le soir même, alors que j'étais seule dans ma chambre d'hôtel, j'ai reçu un message, un numéro inconnu. « Maman, c'est Jacques. Je sais que tu es quelque part à Paris. On doit parler, s'il te plaît. Appelle-moi. Louise et moi, on s'inquiète pour toi. » Et mon sang s'est glacé. Il me cherchait. Il savait que j'étais encore là. J'ai regardé le message. Longtemps. Une partie de moi voulait croire qu'il regrettait, qu'il voulait s'excuser. Mais une autre partie savait la vérité. Il ne voulait pas me retrouver par amour. Il voulait me retrouver pour me contrôler à nouveau. Alors j'ai effacé le message et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, Édouard m'a appelé sur le téléphone de l'hôtel. « Madame Marshall, nous avons une fenêtre. Demain, 14 heures. Votre fils et Louise seront absents. Ils ont un rendez-vous chez un promoteur immobilier. » Un promoteur? Oui. Nous avons intercepté un email. Ils veulent pas vendre la maison. Ils cherchent déjà des acheteurs. Mon cœur s'est brisé. Ils voulaient vendre. Vendre la maison d'André. Nos souvenirs. Notre vie. Pour l'argent. Juste pour l'argent. Alors demain, je rentre chez moi? Oui. Une dernière fois. Pour trouver la vérité. Le lendemain, à 13h30, j'étais devant ma maison. Ma maison. Je ne l'avais pas revue depuis ce soir de pluie. Depuis que Jacques m'avait jeté dehors. Elle était toujours aussi belle. Façade blanche. Volet gris anthracite. Le magnolia dans le jardin, en fleurs. Mais elle me semblait froide maintenant. Comme si elle savait que je n'y étais plus chez moi. Édouard était garé un peu plus loin, dans sa voiture. Il surveillait. Ils viennent de partir. Vous avez 2 heures maximum. Pas plus. Et si quelqu'un me voit? Personne ne vous verra. Les voisins vous connaissent. Ils penseront que vous êtes simplement rentré. J'ai pris une grande respiration. Puis j'ai sorti les clés de mon sac. A&H. Mes mains tremblaient. J'ai glissé la clé dans la serrure. Elle a tourné, facilement. La porte s'est ouverte, et je suis entrée. L'odeur m'a frappée en premier. Ce n'était plus l'odeur de ma maison, plus l'odeur de cire d'abeille et de roses séchées. C'était un parfum chimique, floral, agressif, le parfum de Louise. J'ai avancé dans l'entrée.
Tout était différent. Les murs avaient été repeints, en gris clair, froid. La console où je posais mes clés avait disparu, remplacée par un meuble design, tout en verre et métal. Le tapis persan d'André, disparu. Les photos au mur, disparu. Même le porte-parapluie en cuivre que nous avions acheté aux puces, disparu. Tout ce qui était nous avait été effacé. Je suis entré dans le salon. Mon cœur s'est serré. Le fauteuil d'André, celui où il lisait le soir, disparu. La bibliothèque, disparu. Le piano droit que j'avais hérité de ma mère, disparu. À la place, un canapé blanc immaculé, une table basse en marbre noir, un écran de télévision géant. Tout était aseptisé, sans âme, comme si nous n'avions jamais existé. J'ai monté l'escalier. Chaque marche grinçait, ces grincements que je connaissais par cœur. La 3e marche, la 7e, la 11e. Ces petits bruits qui m'avaient accompagné pendant 40 ans. Au moins, eux n'avaient pas changé. Je suis arrivé au 1er étage. Ma chambre, enfin, ce qui avait été ma chambre, la porte était fermée, j'ai tourné la poignée et j'ai eu un choc. Ce n'était plus une chambre, c'était un dressing, un immense dressing, mur blanc, étagère remplie de chaussures, portant de robes, sacs de luxe alignés comme dans une boutique, le dressing de Louise, ma chambre, mes souvenirs, mon refuge, transformé en... ça. J'ai respiré profondément. Non, ne pleure pas. Pas maintenant. Tu es venu chercher des preuves. Je suis monté au 2e étage. Le grenier. C'est là qu'André rangeait les vieux papiers. Les archives familiales. Les cartons que l'on n'ouvre jamais, mais que l'on garde, au cas où. La porte du grenier était fermée à clé. Mais j'avais les clés. Toutes les clés. J'ai ouvert. Le grenier n'avait pas changé. Poussière, vieille malle, cartons empilés. L'odeur du bois ancien et du papier jauni. J'ai allumé la lumière, une ampoule nue, suspendue au plafond, et j'ai commencé à chercher. 1er carton, facture d'électricité, année 1980. 2e carton, vêtements d'enfant, les habits de Jacques quand il était petit. Je me suis arrêté. J'ai sorti un petit pull bleu, celui que je lui avais tricoté pour ses 4 ans. Il le portait tout le temps. Il refusait de le quitter. Mon Jacques, mon petit Jacques. Qu'est-ce qui s'était passé? 3e carton, des livres, les miens, ceux que Louise avait jetés. Je les ai touchés, Balzac, Proust, Yourcenar. Ils n'avaient même pas été donnés, juste oubliés ici, comme moi. 4e carton. Et là, j'ai trouvé une vieille boîte en bois, fermée par un cadenas rouillé. Sur le dessus, gravé au couteau, GM, privé, Georges Marchal, mon beau-père. Mon cœur battait si fort. J'ai cherché une clé, rien. Alors j'ai forcé le cadenas avec un vieux tournevis trouvé dans un coin. Il a cédé. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, des lettres, des dizaines de lettres, toutes écrites à la main, certaines datées de 1952. J'ai commencé à lire, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. 15 avril 1952. Mon cher Georges, j'ai bien reçu votre proposition concernant la maison du 16e. Je dois avouer que je suis dans une situation délicate. Les dettes s'accumulent. La banque menace de tout saisir. Mais 50 000 francs, c'est dérisoire pour une propriété de cette valeur. Vous le savez, nous le savons tous les deux. Je vous en supplie, donnez-moi un peu plus de temps. Laissez-moi trouver un autre acheteur. Cordialement, Antoine Beaumont. J'ai lu la réponse de Georges. 18 avril 1952. Mon cher Antoine, le temps, justement, c'est ce que vous n'avez plus. La banque saisira tout vendredi prochain. À moins que vous n'acceptiez mon offre. 50 000 francs. Cash. Aujourd'hui. Après, vous n'aurez plus rien. Même pas un toit. À vous de choisir. Georges Marchal. J'ai continué à lire, lettre après lettre, le chantage, la pression, les menaces à peine voilées. Georges Marchal n'avait pas acheté cette maison. Il l'avait volée, en profitant de la détresse d'un homme désespéré. Mais ce n'était pas tout. Au fond de la boîte, j'ai trouvé un autre document, daté de 1978. C'était une lettre, écrite par Georges, à un notaire. Maître Lefebvre, comme convenu, voici les 5 000 francs pour votre discrétion. Le document de vente doit être signé au nom d'Antoine Beaumont. Même s'il est mort, personne ne vérifiera. Et si quelqu'un pose des questions, vous ne savez rien. Détruisez cette lettre après lecture. GM. J'ai fermé les yeux. Tout était là. La preuve de la fraude, la preuve du vol, la preuve que cette maison n'aurait jamais dû nous appartenir. André ne savait rien. J'en étais certaine maintenant. Son père avait tout fait dans son dos. Et quand Georges était mort, en 1995, il avait emporté son secret dans la tombe.
Mais le secret était encore là, dans cette boîte, dans ces lettres. J'ai tout mis dans mon sac. Puis j'ai entendu un bruit. En bas, la porte d'entrée. Mon sang s'est figé. Non, pas maintenant. Pas déjà. Il n'était même pas censé rentrer avant 15h30. J'ai entendu la voix de Louise. « Jacques, monte vérifier si tout est en ordre. » Je crois avoir entendu quelque chose. Des pas. Dans l'escalier. J'étais prise au piège. Je me suis cachée derrière une vieille armoire. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Jacques est entré dans le grenier. Il a regardé autour de lui. Puis il a vu la boîte ouverte, le cadenas cassé. Merde. Il a sorti son téléphone. « Louise, quelqu'un est venu. » La boîte de grand-père, elle a été ouverte. Silence. Puis j'ai entendu Louise crier d'en bas. « Quoi? Les lettres? Elles sont encore là? » « Non, elles ont disparu. » Un autre silence. Puis, c'est elle. C'est forcément elle. Cette vieille folle est revenue. Mon sang a bouilli. Vieille folle. Jacques est descendu. J'ai entendu leur voix. Étouffée, énervée. Puis j'ai entendu Louise dire quelque chose qui m'a brisé le cœur. On aurait dû s'en débarrasser plus tôt. Dès le début, je te l'avais dit. Ta mère était un obstacle. Mais tu ne m'as pas écouté. Louise, c'est ma mère quand même. Ta mère? Elle n'est rien, Jacques. Rien. Et maintenant, si elle a ses lettres, on perd tout. La maison, l'argent, tout. Calme-toi. On va la retrouver et on récupérera ses papiers. Et comment? En la suppliant? Non. Cette fois, on doit être ferme. Très ferme. J'ai attendu qu'ils descendent au rez-de-chaussée. Puis j'ai couru. Silencieusement. J'ai descendu l'escalier. Mon cœur explosait dans ma poitrine. Ils étaient dans la cuisine. Je les entendais discuter. J'ai ouvert la porte d'entrée. Doucement. Tellement doucement. Et je suis sortie. J'ai couru jusqu'à la voiture d'Édouard. Démarrez. Vite. Il a démarré sans poser de questions. Et nous sommes partis. Je tremblais. Tout mon corps tremblait. Édouard m'a regardé. « Vous les avez ?» J'ai sorti les lettres de mon sac. « Oui, j'ai tout. » Il a souri. « Alors maintenant, nous avons une arme. » Mais dans ma tête, je n'entendais qu'une seule phrase. On aurait dû s'en débarrasser plus tôt. Louise parlait de moi, comme d'un meuble encombrant, comme d'un problème à résoudre. Et Jacques n'avait rien dit pour me défendre. Ce soir-là, seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai relu les lettres. Et j'ai compris une chose. Mon fils ne m'avait pas jeté dehors par colère. Il m'avait jeté dehors, parce que Louise le voulait. Et il avait choisi, entre sa mère et sa femme. Il avait choisi. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. Un numéro que je connaissais par cœur. Jacques, j'ai regardé l'écran vibrer. Longtemps. Édouard était avec moi. Il a posé sa main sur mon bras. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Si, je dois. J'ai décroché. Allô? La voix de Jacques était froide, métallique. Maman, on doit parler. Maintenant. Je n'ai rien à te dire, Jacques. Tu es entré chez moi. Tu as volé des documents qui m'appartiennent. C'est un délit. Tu comprends ça? Mon sang a bouilli. Chez toi, cette maison était la mienne. Et ces documents ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à la vérité. Silence. Puis j'ai entendu Louise en arrière-plan. Dis-lui qu'on porte plainte. Dis-lui qu'elle va finir en prison. Jacques a soupiré. Maman, rends-nous ces papiers. Et on oublie tout. Tu pourras même revenir à la maison. On recommence à zéro. J'ai fermé les yeux. Il y a quelques semaines, j'aurais peut-être dit oui. J'aurais accepté n'importe quoi. Juste pour retrouver mon fils, ma maison, ma vie. Mais aujourd'hui, non, Jacques. Quoi? Je ne reviendrai pas. Et je ne rendrai pas ces lettres, parce qu'elles prouvent que ton grand-père a volé cette maison. Et que toi, tu as volé ma vie. Tu délires complètement. Non. Pour la première fois depuis longtemps, je vois clair. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mais je me sentais légère. Le lendemain, Édouard m'a appelé. « Madame Marchal, votre fils a déposé une plainte contre vous. Pour vol et effraction. » Mon cœur s'est serré. « Il peut faire ça? » « Oui, mais nous allons riposter. Nous avons les preuves. Et nous allons déposer un recours en annulation de propriété. » Mais quoi? Il veut vous voir, en personne. Il a demandé une médiation familiale, avec Louise. Et vous, devant un médiateur. Pourquoi? Probablement pour récupérer les lettres, ou pour vous intimider. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. J'ai réfléchi. Une partie de moi avait peur. Mais une autre partie voulait les regarder en face. Une dernière fois. J'irai. Mais vous venez avec moi. Bien sûr. La médiation a eu lieu 3 jours plus tard, dans un cabinet d'avocats, près de la place Vendôme. Une grande salle, table ovale, fauteuils en cuir. J'étais assise d'un côté, Édouard à ma gauche. De l'autre côté, Jacques et Louise.
Et entre nous, une femme, la cinquantaine, tailleur strict, regard neutre. Bonjour, je suis Maître Fontaine, médiatrice familiale. Nous sommes ici pour tenter de trouver un accord amiable avant que cette affaire ne passe devant les tribunaux. Elle a regardé Jacques. Monsieur Marchal, vous avez demandé cette médiation. Expliquez-nous votre position. Jacques s'est raclé la gorge. Il avait l'air tendu, fatigué. Voilà, ma mère a pénétré chez moi par effraction. Elle a volé des documents familiaux, des lettres qui appartiennent à ma famille. Je veux qu'elle les rende. C'est tout. Maître Fontaine s'est tourné vers moi. Madame Marchal? J'ai pris une grande respiration. Ces documents prouvent que la maison dans laquelle vit mon fils a été acquise de manière frauduleuse en 1952 par mon beau-père, Georges Marchal, et je ne les rendrai pas. Jacques a tapé du poing sur la table. C'est ridicule. Grand-père a acheté cette maison légalement. Non, Jacques, il l'a volée. Et tu le sais. C'est pour ça que tu veux récupérer ces lettres. Louise s'est penchée en avant. Ses yeux brillaient de colère. Vous êtes devenue folle, Huguette. Complètement folle. Non, j'ai juste ouvert les yeux. Édouard a sorti une chemise. Il a posé les photocopies des lettres sur la table. Voici les preuves. Correspondance entre Georges Marchal et Antoine Beaumont. Chantage, extorsion et falsification de signature en 1978 pour enregistrer la vente. Maître Fontaine a lu les documents. Son visage est resté impassible. Ces documents, s'ils sont authentiques, pourraient effectivement remettre en cause la légitimité de la propriété. Jacques a pâli. Mais ça fait plus de 70 ans. On ne peut pas annuler une vente après tout ce temps. Édouard a souri. En cas de fraude avérée, il n'y a pas de prescription. Le silence est tombé. Louise a serré les dents. Vous vous rendez compte de ce que vous faites, Huguette? Si cette maison est annulée, Jacques perd tout. Nous perdons tout. Vous détruisez votre propre fils. J'ai regardé Jacques, droit dans les yeux. Non, Louise, c'est vous qui m'avez détruite, petit à petit, jour après jour. Vous m'avez humiliée, effacée. Vous m'avez volé ma dignité. Et lui, j'ai pointé Jacques du doigt. Lui, il vous a laissé faire. Il a choisi de fermer les yeux. Il a choisi de me jeter dehors comme un chien. Alors maintenant, je choisis aussi. Jacques a baissé la tête. Maman, Quoi, Jacques? Tu es désolé? Tu regrettes? Il a levé les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu des larmes. Oui, je regrette. Je ne voulais pas que ça arrive. Louise, elle a insisté. Elle voulait la maison. Elle disait que tu prenais trop de place, que tu nous empêchais de vivre notre vie. Et moi, j'ai cédé. Parce que je suis faible. Parce que je n'ai pas eu le courage de lui dire non. Louise a tourné la tête vers lui, bouche ouverte. Jacques, qu'est-ce que tu racontes? La vérité, Louise. Pour une fois, il s'est tourné vers moi. Maman, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais, s'il te plaît, donne-nous une chance. On peut tout réparer. Tu peux revenir. On peut être une famille à nouveau. J'ai regardé mon fils, cet homme de 45 ans, qui pleurait comme un enfant, et j'ai senti de la pitié, mais pas de l'amour. Plus de cet amour aveugle qui m'avait détruite. Non, Jacques, on ne peut pas réparer. Parce que tu ne regrettes pas ce que tu m'as fait. Tu regrettes juste les conséquences. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai. Tu regrettes parce que tu vas perdre la maison, l'argent. Mais tu ne regrettes pas de m'avoir brisé. Les larmes coulaient sur mes joues maintenant. Mais ma voix était ferme. Je t'ai donné la vie, Jacques. Je t'ai élevé seul après la mort de ton père. Je t'ai aimé plus que tout. Et toi, tu m'as traité comme une servante. Tu m'as jeté dans la rue. Tu as choisi cette femme, plutôt que ta propre mère. Louise s'est levée. Ça suffit. Vous êtes pathétique, Huguette. Vous jouez la victime. Mais la vérité, c'est que vous êtes une vieille femme amère qui ne supporte pas que son fils ait refait sa vie. J'ai souri. Calmement. Peut-être. Ou peut-être que je suis juste une femme qui a enfin compris sa valeur. Maître Fontaine a levé la main. Je pense que cette médiation ne mènera nulle part. Madame Marchal, vous maintenez votre position? Oui. Monsieur Marchal, vous maintenez votre plainte? Jacques a regardé Louise. Puis moi. Puis il a hoché la tête. Oui. Alors cette affaire ira devant les tribunaux. Je vous souhaite bonne chance à tous. En sortant de la salle, Jacques m'a rattrapé dans le couloir. Maman, attends. Je me suis arrêtée. Il était seul. Louise était restée dans la salle. Je voulais juste te dire que je t'aime, même si je l'ai très mal montré. J'ai regardé mon fils. Une dernière fois. Moi aussi je t'ai aimé, Jacques, plus que tout au monde. Mais aujourd'hui, je ne te reconnais plus. Et je crois que c'est ça, la vraie perte. Il a ouvert la bouche. Mais aucun mot n'est sorti. Alors, je suis partie. Et je ne me suis pas retournée.
Ce soir-là, Édouard m'a emmené dîner dans un petit restaurant près du Panthéon. Vous avez été incroyable, Madame Marshall. Je ne me sens pas incroyable. Je me sens vide. C'est normal. Vous venez de perdre votre fils? Non, je l'ai perdu il y a longtemps. Aujourd'hui, j'ai juste accepté cette perte. Il a souri tristement. Et maintenant? Maintenant, on se bat. On récupère cette maison. Pas pour moi, mais pour que justice soit faite. Vous savez que même si nous gagnons, vous ne récupérerez pas la maison. Elle reviendra à la famille Beaumont. Je sais. Mais Jacques la perdra. Et c'est tout ce qui compte. Édouard m'a regardé longuement. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? La vengeance? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Il y a une différence. Mais cette nuit-là, seule dans mon lit, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le petit garçon aux cheveux bruns qui courait dans le jardin, pour l'adolescent qui me lisait des poèmes, pour l'homme qu'il aurait pu devenir, et pour la mère que j'avais été, celle qui aurait tout donné pour son fils, même sa propre vie. Mais le lendemain matin, je me suis levée, je me suis regardée dans le miroir, et j'ai vu une femme différente, pas brisée, pas vaincue, juste, libre. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Édouard et Maître Dubois ont déposé le recours en annulation de propriété. Claire Beaumont a rejoint la procédure comme partie civile. Et Jacques a contre-attaqué, avec des avocats, de l'argent. Des menaces? Mais moi j'étais calme, étrangement calme. Un matin, Édouard m'a appelé. « Madame Marshall, j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Les Beaumont, ils proposent un arrangement. Si vous témoignez en leur faveur, si vous confirmez que vous avez trouvé les lettres prouvant la fraude, ils vous offrent une compensation financière, 50 000 €. J'ai fermé les yeux. 50 000 €. De quoi vivre confortablement mes dernières années. De quoi ne plus dépendre de personne. Et en échange, vous renoncez à toute revendication sur la maison. Vous acceptez qu'elle revienne légalement à la famille Beaumont. Donc, je perds définitivement ma maison. Vous l'avez déjà perdue, Madame Marshall, mais avec cet argent, vous pouvez recommencer. Acheter un petit appartement, vivre en paix. J'ai réfléchi longtemps. 50 000 €. Ce n'était pas rien, mais quelque chose en moi refusait. Non, je ne veux pas d'argent, monsieur le maire. Je veux la vérité. Je veux que tout le monde sache ce qui s'est passé, ce que Georges Marshall a fait, ce que Jacques m'a fait. Je veux que la justice soit rendue. Pas pour moi, pour toutes les femmes qui ont été effacées, humiliées, détruites. Édouard a souri. Vous êtes une femme remarquable, Madame Marshall. Le procès a eu lieu 2 mois plus tard. Tribunal de grande instance de Paris. Salle majestueuse, boiserie sombre, lumière froide. J'étais assise sur un banc. Édouard à côté de moi, Claire Beaumont de l'autre côté. En face, Jacques et Louise, entourés de leurs avocats. Jacques ne me regardait pas. Il fixait le sol. Mais Louise me fixait, avec une haine froide. Le juge est entré. Un homme âgé, cheveux blancs, regard sévère. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner une demande d'annulation de propriété concernant une demeure sise au numéro 17, rue Spontini, Paris 16e. Les requérants, la famille Beaumont, affirment que cette propriété leur a été volée en 1952 par Georges Marshall. Les défendeurs, représentés par Jacques Marshall, contestent ces allégations. Il a regardé Édouard. « Maître le maire, vous avez la parole. » Édouard s'est levé, il a présenté les lettres, une par une. La correspondance entre Georges et Antoine, les menaces, le chantage, la falsification de signatures en 1978. Il a appelé un expert en graphologie, qui a confirmé que la signature d'Antoine Beaumont sur l'acte de 1978 était un faux. Il a appelé un historien, qui a expliqué le contexte de l'après-guerre, les profiteurs, les opportunistes. Et puis, il m'a appelé. « Madame Huguette Marshall, veuillez vous avancer. » Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. Je me suis installée à la barre. Le juge m'a regardée. « Madame Marshall, vous étiez l'épouse d'André Marshall, fils de Georges Marshall. C'est bien cela? »« Oui, monsieur le juge. »« Et vous avez découvert ces lettres dans le grenier de votre ancienne demeure? »« Oui. »« Pourquoi êtes-vous allé chercher ces lettres ?» J'ai pris une grande respiration. « Parce que mon fils m'a jeté dehors, de ma propre maison, et parce que je voulais comprendre comment on en était arrivé là. » Un murmure a parcouru la salle. L'avocat de Jacques s'est levé. « Objection, monsieur le juge. Nous ne sommes pas ici pour juger les relations familiales de madame Marshall. » Le juge a levé la main. « Objection rejetée.
Continuez, Madame Marchal. Alors j'ai tout raconté. La vie avec André, son honnêteté, sa bonté, sa mort, ma solitude, l'arrivée de Jacques et Louise, les changements, les humiliations, les papiers que j'avais signés sans comprendre, le soir où Jacques m'avait jeté dans la rue. Ma voix tremblait, mais je ne pleurais pas, parce que je n'avais plus honte. Quand j'ai terminé, le juge a hoché la tête. « Merci, Madame Marchal. Vous pouvez vous rasseoir. » Puis il s'est tourné vers Jacques. « Monsieur Marchal, souhaitez-vous témoigner ?» Jacques s'est levé, lentement. Il est venu à la barre. Il était pâle, fatigué. « Monsieur Marchal, avez-vous jeté votre mère dehors, comme elle l'affirme ?» Jacques a baissé la tête. « Oui. » Un silence de mort. « Pourquoi ? Parce que ma femme voulait la maison. Et moi, je n'ai pas eu le courage de dire non. » Louise s'est levée brusquement. « Jacques, qu'est-ce que tu fais ?» Mais Jacques a continué. « Je regrette, profondément. Ce que j'ai fait à ma mère, c'est impardonnable. Et si cette maison a été volée, alors je n'ai aucun droit dessus. Aucun. » L'avocat de Jacques a essayé de l'interrompre, mais Jacques a levé la main. « Non, ça suffit. J'en ai assez de mentir. » Il s'est tourné vers moi. « Maman, pardon. » Le juge a rendu sa décision 3 semaines plus tard. Nous étions tous réunis dans la même salle. Le juge a lu son verdict, lentement, posément. Après examen des preuves présentées, ce tribunal considère que la vente de 1952 constituait un acte de contrainte économique caractérisé, que la signature d'Antoine Beaumont sur l'acte de 1978 était un faux, et que, par conséquent, la propriété sise au 17 rue Spontini ne peut être considérée comme ayant été légalement acquise par la famille Marchal. Mon cœur battait si fort. En conséquence, ce tribunal ordonne l'annulation de tous les actes de propriété postérieurs à 1952 et restitue la pleine propriété de ladite demeure à la famille Beaumont, représentée par Madame Claire Beaumont. Claire a pleuré. Elle a serré ma main. « Merci, merci infiniment. Jacques a tout perdu. La maison, l'argent, tout. Louise l'a quitté le jour même. Elle a fait ses valises et elle est partie, sans un mot, parce qu'elle n'avait jamais aimé Jacques. Elle avait aimé la maison, l'argent, le statut, et maintenant qu'il n'avait plus rien, elle n'avait plus besoin de lui. Quelques jours après le jugement, j'ai reçu une lettre, de Jacques. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. « Maman, je ne sais même pas si tu liras cette lettre, mais il faut que je l'écrive. J'ai tout perdu. La maison, Louise, ma dignité, et je sais que c'est ma faute. Je ne peux blâmer personne d'autre. Tu avais raison. Louise ne m'a jamais aimé. Elle voulait juste ce que j'avais. Et moi, j'étais tellement aveuglée que je n'ai rien vu. Mais le pire, c'est que j'ai perdu la seule personne qui m'aimait, vraiment. Toi, je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que ce n'est pas possible, mais je voulais que tu saches que je regrette profondément et que je passerai le reste de ma vie à essayer de devenir l'homme que tu méritais d'avoir comme fils. Je t'aime, maman. Je l'ai toujours aimé, même quand je ne savais pas le montrer. Jacques, j'ai plié la lettre, lentement, et je l'ai rangée dans mon sac. Je ne lui ai pas répondu, pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce que j'avais compris quelque chose. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. On apprend juste à vivre avec. Et parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de laisser partir. 2 semaines plus tard, Claire Beaumont m'a invité chez elle, un petit appartement dans le Marais, lumineux, chaleureux. Elle m'a servi du thé. Nous avons parlé de nos vies, de nos pertes, de nos combats. Et puis elle m'a tendu une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez. » J'ai ouvert. C'était un chèque de 100 000 €. « Claire, je ne peux pas accepter. »« Si, vous le pouvez. Grâce à vous, ma famille a récupéré sa maison, sa dignité, sa justice. Cet argent, c'est le moins que je puisse faire. Mais le procès a décidé que la maison nous revenait. Mais moi, je décide de partager cette victoire avec vous, parce que sans vous, nous n'aurions jamais gagné. » Les larmes ont coulé. « Merci. » « Non, merci à vous, Huguette. Vous m'avez appris quelque chose de très important. » « Quoi donc ? Que la justice, ce n'est pas toujours ce qu'on récupère, c'est ce qu'on refuse d'abandonner. Avec cet argent, j'ai acheté un petit appartement, près du jardin du Luxembourg, 2 pièces, lumineuse, simple. J'y ai mis mes livres, mes photos, le portrait d'André, et sur la console de l'entrée, j'ai posé mes clés, celles avec le porte-clés en argent, ANH. Pas les clés de ma nouvelle maison, mais celles de l'ancienne, pour me rappeler d'où je venais, de ce que j'avais survécu, et de la femme que j'étais devenue. 6 mois ont passé, 6 mois depuis le jugement.
Depuis que j'ai quitté cette salle de tribunal, depuis que j'ai laissé partir Jacques, je vivais ma nouvelle vie, tranquille, simple. Je me promenais au Luxembourg, je lisais, je prenais des cafés en terrasse, j'avais rejoint un club de lecture, j'avais rencontré des femmes, de mon âge, avec leurs propres histoires, leurs propres cicatrices, et pour la première fois depuis longtemps, je respirais. Mais parfois, je me demandais ce qu'était devenu Jacques, non pas par amour maternel aveugle, mais par curiosité humaine. Qu'arrive-t-il à ceux qui blessent les autres? Est-ce que la vie leur rend vraiment ce qu'ils donnent? J'ai eu ma réponse un après-midi d'octobre. J'étais chez le médecin pour un contrôle de routine. Tout allait bien. En sortant, j'ai traversé le couloir de l'hôpital. Et là, je l'ai vue, Louise, assise sur un banc, seule. Elle portait un vieux manteau, pas de maquillage, cheveux détachés, l'air vide. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Alors je me suis approchée. Quand elle a levé les yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacée. Ce regard, ce même regard vide, éteint, le regard de quelqu'un qui a tout perdu, le regard que j'avais moi-même porté, cette nuit sous la pluie. Elle m'a reconnue. Ses yeux se sont élargis, puis elle a détourné le regard. « Louise !» Elle n'a pas répondu. Je me suis assise à côté d'elle, doucement. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle a ri, un rire amer, cassé. « Ma mère, elle a eu un AVC. Elle est ici depuis 3 semaines. Je viens tous les jours, seule, parce que personne d'autre ne vient. Je suis désolée. » Elle m'a regardée avec une expression que je ne lui avais jamais vue, de la vulnérabilité. « Vous savez ce qui est drôle, Huguette ? Pendant des années, j'ai négligé ma mère. Je ne l'appelais jamais. Je ne lui rendais pas visite, parce que j'étais trop occupée à vouloir cette maison, cette vie parfaite. Et maintenant qu'elle est mourante, je réalise que c'est moi qui suis seule. J'ai gardé le silence. Jacques est parti. Il ne répond plus à mes appels. Mes amies, celles qui venaient à mes dîners, elles ont disparu, parce que je n'ai plus rien à leur offrir. Plus de belles maisons, plus de champagne, plus rien. Elle a essuyé une larme. Vous aviez raison. J'ai tout détruit. Pour de l'argent, pour une maison. Et maintenant, je n'ai même plus ça. Je ne ressentais ni joie, ni pitié. Juste une forme de paix. Parce que je comprenais quelque chose. Louise n'avait pas été punie par moi. Elle avait été punie par elle-même, par ses propres choix, par sa propre vacuité. « Vous savez ce que ma mère m'a dit hier ?» a murmuré Louise. Elle m'a regardée et elle a dit « Je ne te reconnais plus. Qu'est-ce que tu es devenue ?» Sa voix s'est brisée. Et je n'ai pas su quoi répondre, parce que je ne me reconnais plus moi-même. J'ai posé ma main sur son épaule, brièvement. « Il n'est jamais trop tard pour changer, Louise. » Elle a secoué la tête. « Pour vous, peut-être. Mais moi, j'ai brûlé tous les ponts. Je n'ai plus personne, plus rien. Vous avez encore votre mère, tant qu'elle est vivante. » Louise a fermé les yeux. « Je ne mérite pas son pardon. Peut-être, mais vous pouvez quand même le demander. » Je suis partie peu après. Et en marchant dans le couloir, je me suis souvenue de cette phrase que Louise m'avait lancée un jour. « Vous êtes pathétique, Huguette. » Et aujourd'hui, c'était elle qui était assise sur ce banc, brisée, seule. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé une ancienne voisine, Madame Bertrand. Une femme charmante qui habitait rue Spontini depuis 40 ans. On a pris un café ensemble et elle m'a raconté. « Vous savez, Jacques habite maintenant dans un petit studio, à Montreuil. Il a trouvé un travail de comptable dans une petite entreprise. Rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Mais au moins, il travaille. Il va bien ?» Madame Bertrand a hésité. Physiquement, oui, mais il a l'air tellement triste. Je l'ai croisé la semaine dernière, il m'a demandé de vos nouvelles. Il voulait savoir si vous alliez bien. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité, que vous aviez l'air heureuse, épanouie. Et vous savez ce qu'il a dit? Quoi? Il a souri, un sourire triste, et il a dit « C'est bien, elle mérite d'être heureuse ». Les larmes ont coulé, parce que je réalisais quelque chose. Jacques n'était pas un monstre, il était juste faible, faible face à Louise, faible face à la cupidité, faible face à lui-même. Et maintenant, il payait le prix de cette faiblesse. Un soir, j'ai reçu un coup de téléphone. Claire Beaumont. « Huguette, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou non. Je vous écoute. Nous avons décidé de vendre la maison. » Mon cœur s'est arrêté. Vendre? Oui. Ni mon frère ni moi ne voulons y vivre. Trop de souvenirs douloureux. Et puis, l'entretien coûte cher. Nous préférons vendre et partager l'argent. Je comprends. Mais avant de la mettre sur le marché, je voulais vous proposer quelque chose. Si vous voulez la racheter,
Je vous fais un prix juste, pas le prix du marché. Juste ce que vous pouvez vous permettre. J'ai fermé les yeux. Racheté ma maison où j'avais vécu pendant 40 ans, ma maison où André avait ri, où Jacques avait grandi, ma maison où j'avais été détruite. J'ai réfléchi toute la nuit, et le lendemain matin, j'ai appelé Claire. Non, merci, mais non. Vous êtes sûr? Oui, cette maison, elle appartient au passé. Et moi, je veux vivre dans le présent. Claire a souri au téléphone. Je l'ai entendu dans sa voix. Vous êtes une femme sage, Huguette. La maison a été vendue 3 mois plus tard, à une jeune famille, avec 2 enfants. J'ai demandé à Claire de me prévenir quand ils emménageraient. Et ce jour-là, je suis passé devant, de loin, juste pour voir. Les enfants jouaient dans le jardin. Le magnolia était en fleurs. La mère arrosait les rosiers. Le père montait des cartons. Il riait, il vivait. Et je me suis dit que finalement, c'était bien. Cette maison méritait de la vie, du bonheur, de l'amour, pas des secrets, pas des mensonges, pas de la douleur. En repartant, je suis passé devant une vitrine et je me suis vu dans le reflet, cheveux blancs, visage ridé, mes regards clairs. Je me suis souri parce que j'avais compris. On ne gagne pas toujours ce qu'on veut, mais parfois, on gagne quelque chose de plus précieux, sa dignité, sa liberté, soi-même. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une dernière lettre de Jacques. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre, mais il faut que je te dise quelque chose. Je sais maintenant ce que j'ai perdu. Pas la maison, pas l'argent, toi. Et je sais que je ne te récupérerai jamais, que ce que j'ai brisé ne peut pas être réparé. Mais je voulais que tu saches que chaque jour, je pense à toi, à ce que tu as traversé, à cause de moi. Et je me demande comment tu as trouvé la force de pardonner, pas de me pardonner moi, mais de te pardonner à toi-même, de ne pas te laisser détruire par la haine. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, et j'espère qu'un jour, je pourrai devenir ne serait-ce qu'un 10e de l'homme que tu méritais. Je ne te demande rien, juste, sois heureuse, s'il te plaît, ton fils, Jacques. J'ai plié la lettre, je l'ai rangée dans une boîte, avec l'autre, et j'ai compris. Jacques avait perdu la maison, l'argent, Louise, mais il avait gagné quelque chose, la lucidité, le regret sincère, et peut-être, un jour, le pardon de lui-même. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Louise m'avait traité de folle, de pathétique, et des années plus tard, je l'ai retrouvée avec ce même regard vide, dans un couloir d'hôpital. Jacques m'avait jeté dehors, comme un chien, et aujourd'hui, il vivait seul, dans un studio, sans rien. Mais moi qui avais tout perdu, j'avais tout retrouvé. Pas la maison, pas l'argent, mais moi. Et c'était plus que suffisant. 1 an a passé depuis le jugement, 1 an depuis que tout a changé. Aujourd'hui, je suis assise sur mon balcon, face au soleil, une tasse de thé à la main. Le jardin du Luxembourg s'étend devant moi, vert, vivant, paisible. Et je me dis que la vie est étrange. Parfois, on perd tout, pour tout retrouver. Je pense souvent à cette nuit sous la pluie. Cette nuit où Jacques m'a jeté dehors. Cette nuit où j'ai cru que ma vie était finie. Mais c'est cette nuit-là qui m'a sauvée. Parce que parfois, il faut toucher le fond pour comprendre qu'on peut remonter. Édouard vient me voir régulièrement. Nous sommes devenus amis, de vrais amis. Il m'a raconté son histoire, sa femme décédée, sa solitude, ses combats. Et j'ai compris que nous nous étions sauvés mutuellement. Lui m'a donné la force de me battre. Moi, je lui ai redonné une raison de se battre. Claire Beaumont aussi est devenue une amie précieuse. Nous déjeunons ensemble 1 fois par mois. Nous parlons de nos mères, de nos regrets, de nos espoirs. Elle m'a dit un jour, « Vous savez, Huguette, je pensais que récupérer cette maison me rendrait heureuse. Mais ce n'est pas la maison qui m'a rendue heureuse. C'est vous, votre courage, votre dignité. Vous m'avez appris qu'on peut perdre tout ce qu'on possède, sans perdre ce qu'on est. » Et ces mots, je les garde précieusement. Je pense aussi à Louise. Je l'ai revue 1 fois, par hasard, dans un café. Elle semblait différente, plus douce, plus humaine. Elle s'est approchée de moi. « Huguette, je peux vous parler ?» « Bien sûr. » Elle s'est assise. « Ma mère est décédée il y a 3 mois. Je suis désolée. »« Merci. » Avant de partir, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit qu'elle me pardonnait, même si je ne le méritais pas. Louise a essuyé une larme. Et ça m'a fait réaliser que je ne méritais pas non plus votre pardon. Mais je voulais vous le demander quand même. Pas pour moi, mais pour pouvoir avancer. J'ai regardé cette femme qui m'avait tant fait souffrir, et j'ai réalisé qu'elle ne me faisait plus peur, ni mal.
Elle était juste, humaine, avec ses faiblesses, ses erreurs, ses regrets. Je vous pardonne, Louise. Elle a pleuré. Longtemps. Merci. Merci. Mais le pardon, je l'ai surtout appris pour moi. Pas pour Jacques. Pas pour Louise. Pour moi. Parce que la rancœur, c'est comme un poison. Elle ne détruit pas celui qui vous a blessé. Elle vous détruit vous. Alors, j'ai décidé de lâcher prise. De laisser partir la colère, la tristesse, la trahison, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que moi, je méritais la paix. Jacques et moi, nous ne nous parlons pas. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je sais qu'il va bien. Madame Bertrand me donne des nouvelles. Il travaille. Il vit simplement. Il essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est suffisant. Parce qu'un jour, j'ai compris quelque chose d'essentiel. On ne peut pas sauver les autres. On ne peut que s'assurer de ne pas se perdre soi-même. J'ai aussi appris qu'il y a plusieurs formes d'amour. L'amour aveugle, celui qui accepte tout, qui pardonne tout, qui s'efface. Et l'amour lucide, celui qui voit, qui pose des limites, qui dit non. Pendant des années, j'ai aimé Jacques avec un amour aveugle. Aujourd'hui, je l'aime avec un amour lucide, c'est-à-dire, je l'aime assez pour le laisser vivre sa vie, même sans moi. Mes nouvelles amies du club de lecture me disent souvent « Huguette, tu es notre inspiration ». Et je souris. Parce qu'il y a un an, j'étais brisée, seule, jetée comme un déchet. Aujourd'hui, je suis libre. Pas parce que j'ai récupéré quelque chose, mais parce que j'ai compris que je n'avais besoin de rien récupérer. J'avais juste besoin de me retrouver. Parfois, je regarde mes clés, ces petites clés en argent, ANH. Elles n'ouvrent plus aucune porte, mais elles ouvrent quelque chose de plus précieux. Mes souvenirs avec André, nos 30 ans de bonheur, notre amour, et personne ne pourra jamais me voler ça. Il y a quelques jours, une jeune femme m'a abordée dans la rue. Elle pleurait. « Madame, excusez-moi, je sais que ça va paraître étrange, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un. » Je l'ai emmenée dans un café. Je lui ai offert un thé, et elle m'a tout raconté. Son mari qui la maltraitait, psychologiquement, qui l'humiliait, l'isolait, la détruisait. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur, mais je n'arrive pas à partir. J'ai pris sa main. Il y a un an, j'étais vous, exactement vous, brisée, seule, perdue. Et comment vous en êtes sortie? En comprenant une chose, que je méritais mieux, que ma vie avait de la valeur, et qu'un jour, si je partais, je pourrais peut-être aider quelqu'un d'autre. Elle m'a regardée, avec des yeux pleins d'espoir. Vous croyez vraiment que je peux m'en sortir? J'en suis certaine, parce que vous êtes déjà en train de le faire. Vous êtes là, vous parlez, vous demandez de l'aide. C'est la première étape, la plus difficile. Elle a pleuré, puis elle a souri. Merci, merci infiniment. Et c'est là que j'ai compris le sens de tout ça, le sens de ma douleur, de ma chute, de ma renaissance. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, si mes mots peuvent donner du courage à quelqu'un qui souffre, si mon chemin peut éclairer celui d'une autre, alors tout cela aura eu un sens. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement. Je n'ai plus de grande maison, plus de jardin avec un magnolia, plus de meubles anciens, mais j'ai quelque chose de plus précieux, ma liberté, ma dignité, ma paix. Et ça, personne ne pourra jamais me le prendre. Alors à vous qui m'écoutez, à vous qui traversez peut-être une épreuve, à vous qui vous sentez invisible, effacé, brisé, je veux vous dire une chose, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous méritez d'être aimé, respecté, entendu. Et même si aujourd'hui, vous ne voyez pas la lumière, même si aujourd'hui, tout semble perdu, croyez-moi, il y a toujours un chemin, toujours une porte, toujours un lendemain. Parfois, il faut perdre sa maison pour retrouver son cœur. Parfois, il faut être jeté dehors pour apprendre à rentrer en soi. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'on possède. C'est ce qu'on est, ce qu'on donne, ce qu'on laisse derrière nous. Alors, aujourd'hui, je vous laisse cette histoire, pas comme une plainte, pas comme une vengeance, mais comme un témoignage. Le témoignage d'une femme de 73 ans qui a survécu, qui a choisi la dignité plutôt que la rancœur, qui a choisi la vérité plutôt que le silence, et qui a compris que la vraie justice, ce n'est pas ce que les tribunaux décident, c'est ce que la vie rend, naturellement, avec le temps. Jacques a tout perdu, mais il a gagné la lucidité. Louise a tout perdu, mais elle a gagné l'humilité. Et moi qui ai tout perdu, j'ai gagné moi-même. Alors merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce chemin avec moi. Et souvenez-vous,
La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Alors donnez de l'amour, du respect, de la gentillesse, pas parce que les autres le méritent, mais parce que vous le méritez. Et si un jour, vous croisez une femme seule sur un banc, une femme qui pleure, une femme qui semble avoir tout perdu, approchez-vous, parlez-lui, écoutez-la. Parce que cette femme, c'était moi il y a 1 an. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous qui pouvez être son Édouard, son espoir, sa lumière. La vie est étrange. Parfois, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Parfois, on tombe exactement où on devait tomber, pour pouvoir se relever. Et parfois, perdre tout, c'est gagner l'essentiel. Aujourd'hui, je suis heureuse. Pas d'un bonheur parfait, pas d'un bonheur sans cicatrice, mais d'un bonheur vrai. Le bonheur de quelqu'un qui a traversé la tempête et qui a survécu. Je m'appelle Huguette Marchal, j'ai 73 ans, et voici l'histoire que j'ai enfin trouvé le courage de raconter. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.